Questions politiques, questions philosophiques et métaphysiques. La sagesse de Gandhi et de Mandela peut-elle changer notre monde? La question est au cœur du livre d'Éric Vincent et Sophie Viguier-Vincent, qui sont nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et soyez les bienvenus tous les deux. Vous êtes les co-auteurs du livre Mandela et Gandhi, la sagesse peut-elle changer le monde? Édition Albin Michel. Sophie Viguier-Vincent, commençons avec vous. Il y a 70 ans, jour pour jour, était assassiné Gandhi, dirigeant politique, important guide spirituel aussi et bien entendu chef de file du mouvement indépendantiste de l'Inde. Quel héritage a-t-il laissé 70 ans après, au niveau de sa pensée, au niveau de sa philosophie ? Il a eu plusieurs héritages. Déjà un héritage intellectuel avec des figures qui ont été très marquées par Gandhi, comme Einstein le premier, disant un jour qu'on ne reconnaîtrait pas plus tard un homme pareil on ne reconnaîtrait pas un homme comme lui qui ait pu exister. Et puis, il y a aussi un économiste éminent comme Schumacher, qui s'en est aussi beaucoup inspiré. Donc voilà, il y a eu un héritage intellectuel important et bien sûr un héritage politique. Aujourd'hui, en Inde, on a des activistes comme Vandana Shiva qui portent sa pensée et son type d'action politique orienté vers l'écologie, vers la défense de l'écologie. Et puis, autre part, aussi au-delà des frontières de l'Inde, à commencer peut-être par Barack Obama, qui a beaucoup cité Gandhi, qui avait son portrait au Sénat, et qui disait que si Gandhi n'avait pas existé, lui-même n'aurait pas du tout eu ce parcours politique. Voilà. Éric Vincent, votre livre se situe essentiellement en Afrique du Sud. J'ai bien dit Afrique du Sud et pas Inde. C'est dans ce pays, au début du XXe siècle, que ce même Gandhi a inventé, alors je vais essayer de bien le prononcer, le satyagraha. Satyagraha, oui. Satyagraha, Satya, c'est on peut dire la vérité, on peut le traduire comme ça. Et graha, c'est la saisie, donc attraper, se tenir avec la vérité, être accroché à la vérité. Donc c'est une notion que Gandhi a forgée à partir de mots sanscrits. Il est avocat, jeune, à ce moment-là. Voilà, c'est ça il est avocat. Après être passé par l'Angleterre, cette formée en Angleterre, il arrive donc en Afrique du Sud, où il va rester pendant près de 20 ans, avec des voyages aussi en Angleterre par moment ou en Inde, mais voilà, 20 ans où il est centré sur l'Afrique du Sud, et c'est donc là en effet que Gandhi va devenir Gandhi en fait. Pourquoi il défend qui au juste? Alors il défend les Indiens qui sont assez nombreux dans cette région à l'époque. Bon, nous sommes dans le contexte de l'Empire britannique. L'Afrique du Sud est une scène très complexe, un pays mosaïque, avec toutes sortes de groupes pris dans des relations conflictuelles. Il y a quelque chose de complexe entre les boers, donc les Sud-Africains, afrikaners, d'origine néerlandaise pour l'essentiel, et puis les Anglais qui viennent de prendre le pays après la guerre des boers au début du XXe siècle. Et donc cette communauté indienne qui est soumise au racisme, qui est soumise à de différentes formes de difficultés, de pression de la part du pouvoir en fait. Et Gandhi va donc émerger en tant que leader communautaire en mettant au point ces méthodes de résistance non violente. Désobéissance civile notamment. Désobéissance civile, jeûne, boycott, marche, tout ce qu'on connaîtra après par la suite en Inde. Et dans ce livre, vous mettez en relation justement le parcours des deux hommes. L'ANC, plus tard, va être influencé et fortement influencé par cette méthode de Gandhi. Tout à fait. D'abord, l'ANC est née donc au début du XXe siècle et à sa naissance, a été influencée par la forme de lutte menée par les Indiens. Et les différents présidents de l'ANC qui vont se succéder seront assez gandhiens, comme par exemple Luthuli, qui a été l'un des prix Nobel de la paix au début des années 60, et qui se réclamait toujours de Gandhi et de la non-violence, et de la non-violence par principe. Mais il va y avoir ensuite un revirement, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Nelson Mandela va opter pour la lutte armée. Pourquoi ? En fait, d'abord, Nelson Mandela est lui-même engagé dans ce mouvement de l'ANC non violent. Il fait ses classes à côté de gens comme Luthuli, mais il est d'une autre génération, il est plus jeune, et il constate, dans le courant des années 50, on pourrait dire l'inefficacité face à un pouvoir qui se durcit. L'apartheid est vraiment en train de se verrouiller, l'inefficacité de ces méthodes non violentes, et donc il va, lui, prôner un passage à une violence mesurée, donc des sabotages, pas de violence aux personnes, mais surtout, il va être mis en prison quasiment tout de suite. C'est-à-dire qu'il a certes pris cette ligne, pour des raisons qu'on peut comprendre, mais il ne va pas avoir le temps de la mettre vraiment en œuvre, et donc il va quasiment immédiatement se retrouver enfermé pour 27 années. Et en fait, c'est en prison
qu'il va peu à peu se reconvertir à la non-violence, et ce qui lui permettra, lors de la fin de l'apartheid, de prendre cette figure, en effet, de sage démocrate qui va prendre un rayonnement universel. Justement, 2 combats, 2 hommes, 2 luttes au long cours. Quel rôle, vous parliez de la prison, quel rôle a joué le levier, pas de la religion, mais en tout cas de la spiritualité dans le parcours de ces 2 hommes? Alors, je pense que il y a une certaine différence d'accent entre les deux, hein. Nous avons voulu les associer parce que nous pensons que c'est vraiment éclairant et nécessaire de montrer les liens entre ces 2 figures, mais il ne faut pas non plus les confondre. Et il est évident que Gandhi est beaucoup plus explicite dans ce domaine, va beaucoup plus loin dans son affirmation de l'importance du lien entre spiritualité et démocratie. Avec l'hindouisme teinté de christianisme pour Gandhi notamment. Ou tout à fait, avec une ouverture en fait, à toutes les traditions, mais en effet, sa tradition d'origine est l'hindouisme et la dimension chrétienne est très importante. Chez Mandela, il y a une beaucoup plus grande pudeur. C'est pas quelqu'un qui va se mettre en scène sur le plan spirituel, mais néanmoins, c'est ce que notamment le livre, je crois, montre. D'abord par cette imprégnation gandhienne, et puis aussi par son imprégnation proprement africaine, à travers la philosophie humaniste, personnaliste de l'Ubuntu, à travers aussi son enracinement protestant, c'est un méthodiste, voilà, et donc la présence aussi des différentes religions en Afrique du Sud. Eh bien, Mandela va en effet trouver des ressources pour faire cette transformation intérieure et être un homme de paix comme on le connaît. 2 hommes de sagesse aussi, Sophie Viguier-Vincent. C'est le point commun entre les 2? Je pense que c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce sont 2 hommes qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui ont eu cette transformation intérieure pour transformer le monde par des outils différents. Beaucoup le jeûne pour Gandhi, le silence parfois, et la méditation pour Mandela. Et je pense que ça a été des outils certainement déterminants pour voilà, avoir ce rayonnement particulier autour d'eux. Beaucoup se revendiquent de ces 2 hommes. Pour autant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un nouveau Gandhi, un nouveau Mandela dans le monde? On a beau chercher, on a du mal. C'est vrai, on aurait du mal à dire c'est lui ou c'est elle, le nouveau Gandhi, le nouveau Mandela. Mais je pense que le livre montre aussi en fait l'importance. Nous devons inciter peut-être d'autres personnes à suivre ce chemin, à se lever et à mieux comprendre par quelle justement difficulté, par quel méandre Mandela et Gandhi sont passés eux-mêmes pour devenir ces figures de héros ou de saints, comme on dit, de sages, dont je crois nous avons grand besoin au XXIe siècle. Merci beaucoup Éric Vincent, merci Sophie Viguier-Vincent. Je rappelle le titre de votre livre, Mandela et Gandhi, la sagesse peut-elle changer le monde, édition Albin Michel. Merci à vous.